Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai vécu au Liban. À l'époque, le pays était ravagé par la guerre et les meurtres étaient monnaie courante. Je me souviens qu'à une époque particulièrement violente, où les bombardements ne cessaient que rarement, je restais à la maison, assise devant la télévision, à regarder une émission très très étrange. C'était une émission pour enfants qui durait environ 30 minutes et contenait des images étranges et très sinistres. Aujourd'hui encore, je crois qu'il s'agissait d'une tentative à peine voilée de la part des médias d'utiliser des tactiques d'intimidation pour que les enfants restent à leur place. Car la morale de chaque épisode tournait autour d'idéologies très conservatrices. Des trucs comme les mauvais enfants se couchent tard, les mauvais enfants ont les mains sous les couvertures quand ils dorment, et les mauvais enfants volent de la nourriture dans le réfrigérateur la nuit. C'était très bizarre et en arabe. Je n'ai jamais compris grand-chose à ce qu'ils disaient, mais pour l'essentiel, les images étaient suffisamment parlantes pour que je comprenne. Ce qui m'a le plus marqué cependant, c'était la scène finale. Elle restait sensiblement la même dans chaque épisode. La caméra zoomait sur une vieille porte rouillée et fermée. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la porte, des cris étranges, et parfois même angoissants, devenaient de plus en plus audibles. C'était vraiment effrayant, surtout dans une émission pour enfants. Puis un texte en arabe apparaissait sur l'écran, et je savais qu'il disait « C'est là que vont les mauvais enfants ». Finalement, l'image et le son coupaient brusquement et c'était la fin de l'épisode. Environ 15 ou 16 ans plus tard, je suis devenue photographe de presse. J'ai toujours pensé à cette émission, qui revenait sporadiquement dans mes pensées. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de faire des recherches. J'ai enfin réussi à retrouver l'emplacement du studio où une grande partie des programmes de cette chaîne avaient été enregistrés. En poursuivant mes recherches et en me rendant sur place, j'ai découvert qu'il était aujourd'hui complètement désolé et avait été abandonné après la fin de la Grande Guerre. Je suis entrée dans le bâtiment avec mon appareil photo. Il était brûlé de l'intérieur. Soit un incendie s'était déclaré, soit quelqu'un avait voulu incinérer tous les meubles. Après quelques heures à me frayer prudemment un chemin dans le studio et à prendre des photos, j'ai trouvé une pièce isolée et à l'écart. Après avoir dû forcer quelques vieux verrous et réussi à ouvrir la lourde porte, je suis restée figée dans l'encadrement de cette dernière pendant de longues minutes. Des traces de sang, des excréments et de minuscules fragments d'os jonchaient le sol. C'était une petite pièce et une scène extrêmement morbide. Mais ce qui m'avait vraiment effrayée, ce qui m'a fait m'en aller et ne plus vouloir revenir, c'est le microphone cadenassé, dans une cage, suspendu au plafond, au milieu de la pièce. Bonjour. Si je me suis résolue à poster mon témoignage ici, c'est que j'ai récemment vécu une expérience quelque peu singulière. Et étant donné que vos connaissances dans le domaine paranormal et surnaturel sont nombreuses, ou du moins bien plus vastes que les miennes, je me permets de me référer à vous. Je préfère ne révéler ni mon lieu de résidence ni mon patronyme. Considérez simplement que je me nomme Clémence et que je suis âgée d'une trentaine d'années. Dernièrement, j'ai eu une altercation avec mes voisins. Le motif de cette empoignade était pourtant dérisoire. En effet, j'avais par inadvertance bousculé ma voisine, qui avait malencontreusement laissé tomber sur le sol la douzaine d'œufs qu'elle portait. Bien évidemment, elle a immédiatement rejeté la faute sur moi, car manifestement, elle ne concevait pas, arrogante et outrecuidante qu'elle ait pu être malhabile. Bref, je ne suis pas ici pour vous conter mes conflits de voisinage. Ce qui en premier lieu m'a amusée, mais qui maintenant m'inquiète sérieusement, est qu'elle m'a injuriée avec un acharnement que j'avais rarement vu. J'ai également insulté cette vieille femme, mais impulsive que je suis, je n'avais pas conçu les conséquences de mes actes. Après que je me sois déchaînée sur elle, elle a interpellé son mari qui nous avait rejoints. Puis lui a brièvement résumé sa version des faits dans une stupéfiante objectivité. Et après, ces deux individus ont plongé leurs mains dans leurs manteaux respectifs pour en extraire un petit ouvrage, qui, sur le coup, m'a évoqué un exemplaire de la Bible, à la différence près qu'il comportait un pentacle sur la quatrième de couverture. Ensuite, ils ont prononcé une sorte d'incantation. Ils semblaient me maudire mutuellement. En effet, ils avaient les yeux rivés sur leurs livres et psalmodiaient des espèces de psaumes païens qui disaient approximativement « Viens, Viens, bête, bête, punir punir ce ce pécheur pécheur mortel mortel de de son son imprudence. » imprudence.
fait s'abattre sur son existence piètre les foudres infernales afin qu'il regrette son enfance. Mais ce qui m'a quelque peu apostrophée est que tout au long de leur prière durant, ils insistaient sur cette bête, dont ils disaient qu'elle finirait par me rendre visite tôt ou tard. Mais je n'y croyais nullement. Et ce, premièrement, du fait que je sois athée. Et secondement, car j'exerce la profession de biologiste. Alors, autant dire que je n'ai jamais cru aux créatures démoniaques. Finalement, on a eu assez de voir ces deux séniles comme tout droit sortis d'un film d'épouvante à petit budget. Je suis simplement rentrée chez moi. Car j'ai des obligations professionnelles m'obligeant à ne pas m'attarder sur des détails tels que ceux-ci. Mais tout cela a réellement commencé à devenir étrange la nuit dernière. En effet, cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas vu mes voisins. Et honnêtement, je ne m'en plaignais pas. Lorsqu'en pleine nuit, aux environs 2 heures du matin, j'ai entendu que des violents coups avaient été assenés à l'une de mes fenêtres de mon appartement. Je me suis rendue dans ma cuisine, car c'était de là que provenaient les coups. Inutile de dire que je redoutais qu'un cambrioleur se soit introduit chez moi. Donc, par précaution, je me suis munie d'un extincteur, seul réel moyen de défense efficace dont je disposais. J'ai aperçu mon carreau fracassé et je me suis dit que cela constituait un bon motif de dépôt de plainte pour dégradation de biens privés. Bien évidemment, j'ai minutieusement examiné chacune des pièces de ma demeure afin de m'assurer qu'il n'y avait personne. Et effectivement, il n'y avait personne. Le problème, c'est qu'en dessous de la brèche, sur la vitre embuée, se trouvaient des traces de mains. Elles venaient donc de l'extérieur, ce qui aurait probablement dû me conforter dans l'idée que j'étais en sécurité chez moi. J'ai spontanément songé à une revanche improvisée de mes voisins, qui auraient projeté une pierre sur ma fenêtre pour me témoigner leur mécontentement, comme mon brusque départ lors de notre échauffourée ayant dû les vexer. Mais 2 détails ont suffi à infirmer cette hypothèse. Le premier, c'est qu'aussi précis et puissants que soient mes voisins, je réside au 4e étage d'un immeuble et que je ne possède pas de balcon. Donc, il me semble assez improbable qu'ils aient pu atteindre avec une telle aisance leur cible avec un projectile aussi dense qu'une pierre. Et le second, c'est qu'à ce que je sache, mes voisins ne sont pas pourvus de 7 doigts par main. Je suis capable de lire dans les pensées depuis que je suis toute petite. Ce n'est pas vraiment montré comme dans les films, cependant. Ce n'est pas écouter une sorte de radio. C'est tellement plus immersif que ça. C'est comme si je vivais les pensées, que j'étais dedans. C'est une expérience passionnante lorsque vous lisez les bonnes pensées. Le problème est justement d'en trouver qui valent le coup. Honnêtement, lire des pensées d'adultes est aussi barbant que de déclarer ses impôts. Les pensées d'enfants, bien au contraire, sont exceptionnelles. Elles ne sont pas encombrées par le travail, le stress et les insatisfactions. L'esprit d'un enfant est rempli d'imagination et d'aventure. C'est pourquoi je suis devenue professeure de maternelle. Je restais assise à mon bureau, regardant les enfants colorier. Je souris alors qu'ils griffonnent sur le cahier avec leurs crayons. Je m'approche doucement et je regarde à travers leurs pensées. En un instant, je décolle avec Carlos dans une fusée, à travers des galaxies tourbillonnantes. Je visite de lointaines planètes remplies d'extraterrestres, ressemblant à des blobs et des martiens à 2 têtes. Je souris et je passe à Marcy. Je peux sentir les cannes à sucre et les dragées alors que je suis entraînée dans un véritable monde de sucreries, parsemé d'arbres en chewing-gum et de cascades de caramel liquide. Marcy joue à la marelle avec un bonhomme de pain d'épices, riant de son petit rire si mélodieux. J'étais sur le point de passer à Thomas, quand j'ai senti quelqu'un tirer sur ma robe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu Sarah. C'était une des plus adorables petites filles que j'avais jamais vues. De beaux cheveux blonds et bouclés, de grands yeux bleus et un sourire radieux. Madame Dupré, j'ai fait ça pour vous. S'était-elle exclamée, me tendant un papier. Je l'ai pris dans mes mains pour voir un dessin me représentant un petit bonhomme, avec au-dessus la phrase « J'aime Madame Dupré », répétée plusieurs fois avec des couleurs différentes. « J'adore ton dessin », lui avais-je répondu en la serrant dans mes bras. Sarah n'était dans ma classe que depuis quelques jours, alors je n'avais pas encore eu l'occasion de lire dans ses pensées, afin de voir un aperçu de ses rêves et espoirs. Je me suis approchée et je me suis plongée dans son esprit, et j'ai presque vomi de dégoût. Je m'étouffais alors que j'étais assaillie par des vagues de puanteur, la fétide puanteur de la mort. L'œil de mon esprit était aveuglé par une obscurité qui semblait presque vivante, qui se répandait à travers mon cerveau, cherchant à effacer tout ce qu'elle touchait. Dans le néant, je sentais des tentacules gluantes autour de moi,
s'enroulant autour de ma jambe, sur mon visage, appartenant à une bête gigantesque qui semblait à la recherche de nourriture. Puis, le silence a été brisé par un affreux tumulte, m'éclatant presque les tympans. Les cris de milliers d'âmes, pleurant de désespoir, implorant la libération de la mort. Puis, l'instant d'après, j'étais de retour dans ma classe. J'ai quitté l'esprit de Sarah, espérant qu'elle n'ait pas remarqué mes tremblements. C'est Hé, un très beau dessin, Sarah, lui avais-je dit. Maintenant, retourne à ton bureau et prépare-toi pour le déjeuner, d'accord? Elle a hoché la tête et a sautillé vers son bureau. Alors que je la regardais s'en aller, je me suis dit que les pensées d'un enfant sont les choses les plus merveilleuses sur Terre. Mais, quelle que soit la chose dans cette robe bleue, ce n'était certainement pas une enfant. Il s'agit d'un jeu où les participants auront la chance de rencontrer le jumeau qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. C'est un jeu simple à réaliser, mais les répercussions peuvent être accablantes. Le jumeau est le reflet de ce que vous êtes vraiment, et non de ce que vous prétendez être. Si vous êtes une personne véritablement bonne, votre rencontre avec le jumeau sera agréable et gratifiante. Mais si vous êtes une personne mauvaise, quelqu'un qui intimide, ment, vole, triche, manipule ou blesse d'autres gens impunément, alors votre expérience sera sombre et douloureuse. Pour jouer à ce jeu, vous avez besoin des éléments suivants. Un placard vide, une bougie allumée et un miroir. Pour commencer, accrochez le miroir sur le fond du placard. N'importe quelle taille fera l'affaire. Veillez à bien l'accrocher en face de la porte du meuble, de sorte que celle-ci soit reflétée lorsqu'elle est fermée. Une fois la bougie allumée, entrez dans le placard et fermez la porte derrière vous. Regardez le miroir. Vous y verrez votre reflet et celui de la porte fermée. Frappez 2 fois sur la glace, comme si vous vouliez toquer à la porte du placard. Soufflez la bougie et frappez 2 coups supplémentaires. Vous entendrez le battant s'ouvrir, mais la porte derrière vous sera toujours fermée. Vous entendrez ensuite un bruit de respiration. Le jeu aura commencé. D'une voix calme, saluez votre jumeau avec un simple « Bonjour » et attendez sa réponse. Ensuite, posez une question simple à laquelle il peut répondre par oui ou non. Il répondra. Le jumeau réagira de l'une des 2 manières suivantes. Donner une réponse aimable ou une réponse hostile. Les bonnes personnes recevront un « bonjour », gentil en retour de leur salutation. Posez alors votre question et la réponse vous sera chuchotée. Peu après, un sentiment de chaleur et de confort vous envahira. Le son d'une porte qui se ferme signalera la fin du jeu, car votre jumeau aura établi le contact, transmis son message et quitté le placard. Quant aux mauvaises personnes, elles recevront en retour un grognement digne d'un animal en colère. Si vous essayez de poser une question, vous recevrez en réponse des griffures ou des morsures de la part de votre jumeau. Un froid glacial envahira le placard et un sentiment de malheur imminent provoquera en vous une peur inébranlable qui persistera pendant des heures. Vous entendrez le bruit de la porte qui se ferme et le miroir se détachera du mur, se brisant en morceaux. Lorsque vous quitterez le placard, assurez-vous de prendre le miroir avec vous, intact ou brisé. Si vous le laissez derrière vous, vous serez harcelé par la voix de votre jumeau qui vous appelle et frappe sur les murs. Et ce, jusqu'à ce que vous enleviez le miroir. Ce jeu révèle beaucoup de choses sur l'âme d'une personne. Attention aux joueurs. On connaît tous cette histoire. Vous descendez les escaliers car vous avez entendu votre mère vous appeler. Elle vous appelle par votre prénom. Elle est dans la cuisine, mais arrivée là, vous vous retournez pour découvrir à nouveau votre mère, cachée sous les escaliers. Ne va pas dans la cuisine. Moi aussi je l'ai entendu. C'est juste une de ces histoires idiotes. Mais imaginez ce qui arrive après. Vous devez faire un choix. Vous, un enfant si jeune, devez prendre une décision. Vous vous souvenez de tout. Vous regardiez votre mère sous l'escalier. Même maintenant, vous vous souvenez de l'expression qu'avait son visage. Elle tremblait de peur, le regard rempli de terreur. « Viens ici, vite !» Mais de l'autre côté, se tenait votre mère dans la cuisine. Elle vous regardait d'une manière étrange, mais elle était si grande, dominante, comme si elle pouvait vous protéger. Alors, vous avez couru vers elle.
Vous n'aviez que 4 ans. Qu'auriez-vous pu faire d'autre? Elle avait hésité quelques instants avant de vous enlacer en retour. Et à ce moment-là, la mère qui était sous l'escalier avait disparu pour toujours. Vous avez fait un choix. Vous avez grandi avec cette décision. Mais quelquefois, vous vous posez des questions. Votre mère vous regarde, quelquefois, avec une expression étrange, comme si elle ne vous reconnaissait pas. Plus vous vous approchez de l'âge adulte, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Puis un jour, vous entrez au lycée. Elle vous regarde encore, curieusement distante. Elle vous embrasse, mais juste un court instant, avant de vous laisser. Et pour la première fois de votre vie, vous vous posez la bonne question. Avez-vous fait le bon choix? Avez-vous choisi la bonne mère? Et pour la première fois, vous voyez clair à travers ses yeux. Vous comprenez enfin ce qui la trouble. Elle pense la même chose que vous. A-t-elle choisi le bon enfant?